OK, et on va fermer la transcription ici. Bien. Donc, bonjour à tous, et y compris donc, pour ceux qui, là, aujourd'hui, seraient donc, connectés à distance. Qu'est-ce que le BIA? Alors, le BIA, vous avez déjà eu un peu d'informations là-dessus, par bribes ou via les documents que ont fait parvenir Curtis et Nolan, qui les ont envoyés à vos établissements scolaires. Le BIA est un diplôme. Le BIA, c'est un diplôme, c'est-à-dire c'est un titre qui est délivré par l'État. Ce n'est pas un bout de papier qui est fabriqué par l'aéroclub, ce n'est pas un machin pipeau que peut décerner n'importe qui, c'est un diplôme. C'est un diplôme qui est délivré par l'Éducation nationale. Et en tant que diplôme, ah oui, j'ai oublié de faire une chose très importante avant, c'est de me présenter. Pardon. La bonne des choses, c'est que je me présente. Donc moi, je suis Denis Boringer. Je suis le président de cet aéroclub. Je suis également le trésorier d'un club de planeurs à Épizy. Et je suis aussi vice-président du comité régional aéronautique de la Fédération aéronautique française. Donc 3 casquettes, 3 occupations. À côté de ça, au niveau professionnel, ben, il se trouve que je fais une profession que vous connaissez bien, c'est prof. En fait, voilà. Avant, je voulais devenir bourreau, mais comme ils ont supprimé la peine de mort, j'ai fait prof. Non, c'est une blague qu'on raconte, c'est parce que je suis prof de gestion, donc c'est en plus la matière que les élèves détestent. Bien, mais ceci étant, en fait, moi, je n'ai pas d'élèves comme vous. Je n'ai que des élèves de l'enseignement supérieur, qui font du BTS ou des licences ou des maîtrises. Et même des gens qui sont en école de commerce. Donc, je leur enseigne la gestion, la comptabilité, la fiscalité, des choses très, très, très rébarbatives. Mais malheureusement, vous y aurez droit un jour. Voilà. Bon, ça, c'est mon métier, encore pour probablement quelques mois ou quelques années. Et à côté de ça, ben, je suis pilote d'avion et pilote de planeur. J'ai commencé par le planeur il y a 25 ans. Je suis passé à l'avion il y a 20 ans. D'abord pour remorquer des planeurs, et puis après, ben, finalement, même quand il n'y a pas de planeur derrière, c'est très sympa de voler en avion. Et donc j'ai continué, j'ai passé un certain nombre de qualifications, j'ai une qualification de vol aux instruments, train rentrant, pas variable, etc., remorquage de planeur, et j'ai passé également les qualifications d'instructeur. Je suis instructeur de planeur, et je suis en train de faire le cursus pour devenir instructeur avion. Donc, le monde de l'aéronautique est quelque chose que je connais bien, en fait, de ce qu'on appelle l'aviation générale, et à savoir, donc, l'aviation, entre guillemets, de loisirs. Ce n'est pas de l'aviation, entre guillemets, professionnelle, destinée à transporter des gens quand ils partent en vacances. Je ne suis pas un pilote professionnel ou un pilote de ligne. Ils suivent des formations et des qualifications qui sont un peu différentes. Néanmoins, tous les avions volent pour la même raison et volent de la même manière. Du plus petit des avions jusqu'au plus gros, jusqu'à l'A380, tous les avions volent de la même manière et ça va faire partie des choses que l'on va voir ensemble. Donc maintenant que je me suis présenté, je vais vous présenter le diplôme. Alors le diplôme qui s'appelle le brevet d'initiation aéronautique, diplôme délivré par l'État. Et il y a donc pour cela un examen. Et cet examen est un QCM. Cet examen est un QCM et le QCM, je vais vous le montrer. Alors, par ça, il va falloir que je sorte le projecteur. Mais ça, on verra ça après. Le QCM est un QCM de 100 questions. C'est un QCM de 100 questions. Alors, l'année dernière, ils ont continué à faire des questions bonus. Et en fait, c'est 5 fois 20 questions qui portent sur 5 matières. 5 matières. Ben là, tu vas me passer ton papier. Voilà. Juste 5 matières, 5 chapitres que nous allons étudier ensemble. Je vais commencer par le premier qui s'appelle Études des aéronefs et engins spatiaux. Parce qu'il se trouve que les engins spatiaux ne volent pas tout à fait de la même manière. Donc, dans 5 matières.
Voilà. Le premier, c'est étude des aéronefs. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé connaissance des aéronefs, mais c'est étude des aéronefs et engins spatiaux. Et donc, vous avez là un magnifique support qui n'est pas un support de cours. Je ne fais pas de cours avec ça. Ça, c'est un vrai bouquin. Dedans, il y a plein de choses. Il est super bien fait. Il est très riche. Et il y a beaucoup plus de choses que ce dont vous aurez besoin pour l'examen. Et c'est justement un vrai outil de culture aéronautique. Là, vous allez apprendre plein de trucs. Évidemment, là-dedans, il y en a à peu près entre un quart et un tiers qui, lui, est indispensable. Parce que c'est sur ça que les questions vont porter. Et donc, c'est là-dessus que je vais vous faire court. Vous aider à préparer, je vais vous donner l'essentiel. Moi, ce que je vais vous donner en cours, c'est le kit de survie. C'est le minimum syndical. C'est ce qu'il faut vraiment savoir pour être capable de répondre aux 20 questions. Okay. Après, vous avez le droit d'en savoir plus. Et donc, vous avez le droit de lire les pages concernées. Vous avez le droit de feuilleter, vous avez le droit de sauter, vous avez le droit de picorer comme vous voulez là-dedans. Voilà. Deuxième matière. On va enchaîner là-dessus. Alors, on va commencer par celle-là. Je vais vous les citer à peu près dans l'ordre où on va les faire. Ensuite, assez rapidement, courant novembre, fin novembre, début décembre, on va attaquer un deuxième chapitre qui s'appelle météorologie. En effet, voilà, pareil, un joli support de cours, la météo. Alors celui-là, il est super parce qu'il y a plein d'images, normal. Des images de nuages, des images de convection, voilà. Il est très illustré. D'ailleurs, comme les engins spatiaux. Ça va nous entraîner courant décembre jusqu'à même peut-être début janvier. Nous traiterons ensuite un gros morceau. Ces deux chapitres-là, ces deux matières-là, ne sont pas très difficiles. Il n'y a pas de difficulté. C'est beaucoup de la mémoire. Parce que je vais vous donner plein d'informations sur comment sont construits les avions, comment... Il y a beaucoup de vocabulaire dans la partie étude des aéronefs. On va apprendre comment s'appellent les différentes parties d'un avion, les différentes parties d'un planeur, les différentes parties d'un... On va même parler des ballons, des fusées, on va parler des moteurs. On va juste pas faire une chose tout de suite, on va la mettre entre parenthèses. C'est le dernier petit morceau de l'étude des aéronefs qui s'appelle les instruments. Les instruments, on ne va pas les traiter tout de suite. Pourquoi? Parce que si je traite les instruments tout de suite, vous n'allez rien comprendre. Et pour la bonne raison que vous ne pouvez comprendre quelque chose aux instruments que quand vous aurez vu la mécanique du vol. Et à quoi ça sert. Okay. Pas la peine d'expliquer à quoi sert un anémomètre tant qu'on n'a pas compris les règles de l'aérodynamique. Donc, ça, c'est de la mémoire surtout. Ok, voilà. Il faut réviser un peu, mémoriser. Il faut se rappeler les noms des nuages, il faut se rappeler la composition de l'atmosphère, il faut se rappeler savoir comment est construit une aile, ce qu'est un longeron, ce qu'est une nervure, ce qu'est une lisse, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment que de la mémoire. Le troisième qui va nous occuper, grosso modo, sur... si on avance vite, on commence fin décembre, mais ça sera plutôt début janvier. Sur janvier et février, on va passer 2 mois sur aérodynamique et mécanique du vol. Aérodynamique, aérostatique. Alors l'aérostatique, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je vais même la traiter aujourd'hui. Tellement c'est pas beaucoup. Ça tient en une demi-heure. Les principes du vol. Donc ça, ce gros chapitre, c'est pourquoi ça vole. Bah oui, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles ça vole. Il y a des trucs qui volent, il y a des trucs qui tombent. Et les trucs qui volent, il faut comprendre pourquoi ils volent. Or là, vous allez avoir tous les principes de l'aérodynamique et le comportement en vol des aéronefs. Les effets primaires, les effets secondaires, vous allez même avoir droit à des essais en soufflerie, on ne va pas les faire nous-mêmes, mais vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Et ce qui est très délicat dans cette partie-là, c'est que là, par contre, bah, il y a un peu quelques formules à connaître. En fait, il y en a 2. Mais ces 2 formules, elles sont super importantes parce qu'elles conditionnent tout le reste.
Alors, aérodynamique, je dis tout de suite, c'est un gros morceau. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le truc sur lequel il y a du travail. Là, il vous faut travailler parce que les questions qui sont posées dans ce chapitre-là demandent du raisonnement, demandent de réfléchir, de raisonner, de connaître les 2-3 formules qui s'appliquent et d'être capable de les utiliser pour répondre aux questions. Donc celui-là, il est un peu technique. Il faut se représenter les grandeurs physiques, il faut comprendre le comportement des objets volants. Je prends un objet volant comme celui-ci, ben pourquoi il vole? Là, en l'occurrence, là, il ne vole pas. Il tombe. Alors qu'avec pas grand-chose en plus, il vole. Eh ouais. La différence entre la situation numéro 1 et la situation numéro 2, c'est que là, il avait de la vitesse, alors que là, il n'en avait pas. Voilà. Et bien voilà les genres de choses qu'on va voir en aérodynamique. Pourquoi et comment ça vole. Nous enchaînerons ensuite sur le 4e chapitre, navigation, réglementation, sécurité. Alors ça, c'est le résultat de la fusion depuis la réforme du programme du BIA en 2017. En fait, avant, il y avait 2 matières, une qui s'appelait navigation et réglementation, et le deuxième chapitre, c'était tout ce qui s'appelait aéromédecine, facteurs humains, de la sécurité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement un avion en bon état, mais il vaut mieux avoir un pilote qui soit à peu près en bonne santé. Sinon, ça ne se passe pas bien. Donc, ça a été fusionné dans un seul chapitre, qui fait que vous avez 20 questions au lieu de 40. Mais ça, non plus, c'est pas très compliqué. Alors, il est gros, par contre, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Là, par contre, il faut connaître les règles, il faut connaître les catégories d'espace, il faut connaître les procédures, etc. Tout ça, on va les apprendre. C'est pas difficile. C'est voilà. Faut bien. Là, il faut travailler un peu pour comprendre ce qui se passe. Il y a un seul chapitre vraiment difficile. Je vous dis tout de suite, il y a un seul truc sur lequel on va prendre du temps. On va prendre le temps tranquillement pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi comment un avion se déplace, comment il monte, comment il descend, comment il vole, comment il se dirige, vous ne pouvez pas avoir de notion aérologique correcte. Et enfin, on termine par quelque chose qui est spécifique au BIA. Et on terminera par ça. Grosso modo, sur les 3 derniers cours, sur 3 cours, 3 semaines, parce qu'on traitera grosso modo de l'origine jusqu'à 1918, et on fera 1918-1945, et le 3e cours, ça sera 1945 jusqu'à nos jours, avec surtout un gros morceau sur la conquête spatiale. Parce qu'il y a pas mal de questions au QCM d'histoire sur la conquête spatiale. Ils aiment bien poser des questions sur les dates, voilà, et des choses comme ça. Donc, c'est histoire et culture de l'aviation. Alors, pourquoi est-ce que c'est quelque chose de spécifique au BIA et de particulier? Parce que tout simplement, ce que vous avez, ce que vous verrez là, eh bien, figurez-vous que ce sont les mêmes chapitres. Alors, il y en a quelques-uns en plus, hein, mais bon, ils sont subdivisés un peu différemment. Mais c'est exactement les chapitres correspondant à l'examen théorique d'une licence de pilotage. Alors, évidemment, dans une licence de pilotage pour piloter un planeur, le chapitre météorologie, il va y avoir beaucoup de questions. Si vous ne comprenez rien à la météo, vous ne risquez pas de piloter un planeur. Quand il s'agira de votre PPL avion, si vous passez une licence de pilote d'avion, eh ben là, par contre, la partie connaissance de l'aéronef va être beaucoup plus importante. Parce qu'il faudra connaître les différentes parties de l'aéronef, notamment, par exemple, la gestion du moteur, alors que dans un planeur, la gestion du moteur, c'est assez simple, il n'y en a pas. La question est déjà réglée d'entrée de jeu. Mais tout ça, vous l'aurez dans l'examen théorique d'une licence, y compris ou d'un brevet ULM.
brevet ULL, il y a 60 questions. Vous voyez, là, vous en aurez 80. Dans une licence pilote de planeur, 128 questions au lieu de 80. Dans une licence de pilote avion, 128 questions. Dans le théorique pilote de ligne, 14 x 80, ça fait combien ça? Ça fait 800, ça fait 1120 questions. Il y a déjà un peu la différence. Pilote de ligne, il a un QCM, il a 14 chapitres, et non pas 5. 14 chapitres, et dans chaque chapitre, il y a 80 questions. C'est un tout petit peu plus approfondi. On va lui demander plein de choses. Donc, quand vous passerez votre licence, vous ne serez pas surpris, parce que vous aurez exactement la même forme, ça sera des QCM avec chaque fois une question, 4 réponses possibles, une seule qui est juste. La deuxième, donc la spécificité, c'est que l'histoire de l'aéronautique, dans les licences, on ne pose pas de questions sur l'histoire de l'aéronautique. Ça, c'est spécifique au BIA. C'est l'aspect culture du BIA. C'est d'ailleurs ce qui est écrit sur la couverture du document que je vous ai remis, histoire et culture aéronautique. L'autre différence entre le BIA et une licence. Le BIA, bon, vous aurez 100 questions QCM, et pour obtenir votre BIA, il vous faut 50% de bonnes réponses. Super, facile. Oui, monsieur. C'est un point négatif ou pas? Non, c'est une mauvaise réponse égale 0. Non, vous avez une bonne réponse sur les 4, autrement dit, si vous la connaissez, vous obtenez un point. Et si vous ne la connaissez pas, si vous ne répondez pas, c'est pas de point. Si vous cochez 2 cases, c'est pas de point, c'est réponse nulle. Donc, si vous n'avez vraiment aucune idée de la question, vous cochez au hasard, vous avez une chance sur 4. Monsieur. L'examen, je passe où? Alors, je vais y venir après. Vous me reposerez la question tout à l'heure. Je vais finir par justement la partie processus d'inscription et passage d'examen. La différence donc entre le BIA, où il vous faut 50% de points. Alors, première chose, depuis le Covid, donc depuis 2020, au lieu de vous poser 20 questions, il vous en pose 22. Voilà. Il y a des questions bonus, des 2 questions de plus. Autrement dit, vous pouvez très bien avoir 22 sur 20 dans chaque matière, si vous avez 100% des réponses justes. Mais ils vous donneront que 20 points. Okay, voilà. C'est des questions bonus, ce qui fait que vous avez 2 chances de plus d'avoir vos 10 points. Je ne suis pas sûr qu'ils vont le faire tous les ans. Ils l'ont fait, je ne sais pas si l'année dernière, il y avait eu 22 questions. Non, l'année dernière, ils sont revenus à 20 questions. Ils n'ont plus fait de bonus. Je n'ai pas vu de questions bonus sur le sujet de l'année dernière. Bon. Donc, vous avez 20 questions. Oubliez ce que je viens de vous dire. 20 questions. 20 questions, donc il faut 10 réponses justes dans chacune d'elles pour avoir le total. Alors, vous pouvez foirer complètement un chapitre et avoir 5 réponses justes dans l'un. Si vous avez 15 réponses justes dans l'autre, c'est bon. Il faut 100 réponses justes au total. Okay, donc, il ne faut pas psychoter sur éventuellement une matière un peu plus difficile, parce qu'il y en a d'autres qui sont vachement faciles. L'histoire, c'est que de la mémoire. Il faut connaître les noms et les dates. Point. Terminé. Ça suffit. Donc, un 20 questions justes ici, un 20 questions justes là, ou un 20 réponses justes ici, ça pose aucun problème. Ok? C'est clair? Alors, vous avez la différence avec les licences, c'est qu'ici, non seulement au lieu d'avoir 100 questions, vous en avez 128 pour être pilote de planeur ou d'avion, mais que vous n'aurez votre licence que si vous avez 70% de réponses justes. Alors qu'au BIA, à 50%, vous les avez. Et vous avez encore un truc en plus. L'anglais aéronautique. L'anglais aéronautique est une matière optionnelle. Est-ce qu'on voit bien tout ce que j'écris là? Ouais, ça n'a pas l'air d'être très très bien cadré quand même. Voilà, ok, je vais recadrer un peu. L'anglais aéronautique est une matière optionnelle. Vous n'êtes pas obligé de le passer. Et si vous choisissez de passer l'épreuve d'anglais, eh ben, vous avez 20 questions de plus. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout ceci, là, vous avez au total
2h30. Autrement dit, vous avez 30 minutes par chapitre, mais on vous donne le sujet avec les 5. Donc il y a des chapitres, ça va aller assez vite, et puis d'autres, ça ira moins vite. Autrement dit, vous avez 1 minute 30 par question pour répondre. C'est royal. Là, au PPL, le temps est beaucoup plus court. On est à un peu moins d'1 minute par question. On va passer 128 questions en 2 heures. Là, vous passez 100 questions en 2h30. Oui, madame. Pour les pilotes de chasse, c'est combien de questions? Pardon? Pour les pilotes de chasse, c'est combien de questions? Les pilotes de chasse, ils n'ont pas de théorique spécifique. Ils doivent passer, comme tout pilote privé, par un PPL, obligatoire. Le même. Ils passent le même théorique, c'est la même chose. Ensuite, par contre, ils ont un cursus de formation pratique qui n'a rien à voir, qui est interne à l'armée, que ce soit l'armée de l'air ou l'aéronautique navale. Donc, que ce soit pilote de chasse dans l'armée de l'air et de l'espace, ou que ce soit pilote de chasse sur porte-avions, ou que ce soit pilote de transport. Donc, ils vont suivre un cursus avec ce qu'on appelle un carronnage, etc. Et ils vont avoir un brevet de pilote de chasse, qui n'est valable qu'en France et sur un avion français. Bon, et puis même pour aller faire la guerre ailleurs, mais avec l'avion de son armée. Si ensuite, en tant que pilote de chasse, il quitte la chasse et il veut piloter un avion civil, il doit passer un processus qu'on appelle une conversion. Il doit faire convertir sa licence. Pas très compliqué, mais il se tape un examen théorique de façon à obtenir le diplôme civil lui permettant de piloter un avion civil. Donc c'est vraiment c'est assez différent comme cursus. Alors, dans le cursus, il y a une formation théorique et une formation pratique. Par contre, ne l'ayant pas fait, je ne peux pas vous en dire grand-chose. J'ai 2 copains qui l'ont fait, donc à la limite, je pourrais les inviter, un de ces 4, pour venir vous présenter ce qu'ils ont fait. C'est pas inintéressant d'ailleurs, ça me donne une idée. On va faire venir Quentin Goulot, il va vous présenter son parcours de recrutement, comment il est rentré dans l'aéronautique navale, toute sa formation pendant presque 2 ans à l'Envéoc-Poulvik, en Bretagne. Le fait que quand l'avion était sur le dos, il était malade. Donc on lui a dit tout de suite, pour toi, la chasse, c'est fini. Voilà. Donc la chasse, non. Les avions de chasse, non. Mais il a continué dans l'aéronautique navale, donc dans le transport. Et aujourd'hui, donc il est pilote dans l'aéronautique navale et il pilote des Singu, donc des bimoteurs de transport, qui peuvent très bien se poser sur des porte-avions. Pour l'instant, il ne fait pas d'appontage, mais il emmène des gravés, des troupes, machin, etc., aux 4 coins de l'Europe. Et donc, il a suivi tout le process de formation, jusqu'au macaronnage. Après, au lieu d'aller à l'école de chasse, il est allé à Cognac, à l'école de transport. Puis à Aix-en-Provence. Non, c'est pas Aix-en-Provence, c'est... Voilà. Et donc, vous pouvez choisir l'anglais. Donc, vous avez 20 questions de plus et vous avez 30 minutes de plus pour répondre à 20 questions. Alors, l'intérêt de l'anglais, c'est que seuls les points au-dessus de 10 comptent et viennent s'ajouter aux 50 points. Autrement dit, vous avez 8 en anglais, pas grave, tant pis. Mais ça ne descend pas, entre guillemets, la moyenne. Vous n'êtes pas noté sur 120, vous êtes toujours noté sur 100. Vous avez 15 réponses justes à l'anglais, ça vous fait 5 points de plus. Ça rattrape éventuellement 5 fausses réponses ici. Voilà, c'est comme la gym au bac, c'est des points supplémentaires. Ça ne vous rapporte pas de la moyenne, mais ça vous rapporte des points. Donc, si vous avez, par exemple, 17 en anglais, vous récupérez 7 points de plus. L'intérêt, c'est que si vous étiez à 48 bonnes réponses, vous passez à 55 et vous l'avez, alors qu'à 48, vous ne l'avez pas. Mais c'est surtout intéressant pour avoir un total de bonnes réponses tel que vous avez des mentions. À 60 réponses, vous avez une mention AB. À plus de 70 réponses, c'est-à-dire 14 sur 20, mention bien. Plus de 80 bonnes réponses, c'est-à-dire 16 de moyenne, mention très bien. Le fait d'avoir une mention au BIA, c'est pas mal non plus sur votre CV. Parce que demain, quand vous chercherez un stage et que vous allez envoyer des candidatures à Air France, Airbus, etc.,
le fait d'avoir le BIA et de l'avoir obtenu avec mention, un point super. Tiens, vous connaissez un certain Thomas Pesquet? Ouais, notre astronaute là, super médiatique. Bah, figurez-vous que quand il était collégien comme vous, il a passé son BIA. Ça a été son premier diplôme aéronautique. Ouais, aujourd'hui, après une carrière de cosmonaute et deux séjours, 3 séjours sur l'ISS, il a fait. Il a fait 2 ou 3. Voilà. Maintenant, il est pilote de ligne. Il est pilote d'Airbus A320. Dans l'armée. Avion de liaison, avion de transport. Voilà. Des questions là-dessus, sur l'examen et le déroulement de l'examen. C'est clair? Voilà. Vous avez en même temps un peu le calendrier, on va avancer dans cet ordre-là. Qui n'est pas l'ordre d'ailleurs du jour de l'examen. Alors le jour de l'examen, vous aurez un QCM, que j'en ai pas sous la forme papier ici. C'est un truc en papier. Hein. Je vais répondre à votre question où ça se passe. Je vais le faire dans l'ordre. Alors, inscription. L'inscription, il faut obligatoirement s'inscrire à l'examen. C'est gratuit. Ça se fait sur Cyclades. Alors, cette année, je vais éviter quelques ratés qu'on a eu l'année dernière. On a eu un raté, un établissement. Donc, je vais voir avec vos établissements scolaires respectifs pour qu'ils assurent l'inscription. S'ils ne le font pas, on la fera ensemble ici. Elle se fait entre le 15 février et le 15 mars, à peu près. Voilà. 10 février, 10 mars. Ça dépend des vacances scolaires. Généralement, l'inscription est ouverte, grosso modo, début des vacances scolaires. Pardon, qu'est-ce que je raconte ? 15 jours avant les vacances scolaires. Donc, c'est quelque part, fin janvier, début février, commencera l'inscription pour s'inscrire à l'examen. Théoriquement, comme vous êtes tous scolarisés, ici en collège ou en lycée, vos responsables administratifs, collège et lycée, ils ont accès à Cyclades, ils ont déjà tout votre pédigré, ils sont capables de vous inscrire en 30 secondes. S'ils ne sont pas capables de le faire ou s'ils ne veulent pas le faire, on le fera ensemble. Au lieu de mettre 30 secondes, ça met 3 minutes. Mais vous voyez, ce n'est pas beaucoup plus difficile. On se connecte sur Cyclades, on s'inscrit à l'examen, on choisit oui ou non les options complémentaires et c'est fait, c'est plié. Ensuite, vous serez convoqué. Donc ça, l'inscription, c'est fin janvier. Grosso modo, ça se passe entre fin janvier et début mars. Et comme je vous dis, cette année, je vais me démerder pour que ce soit les établissements qui le fassent et pas moi. Parce que c'est quand même assez long. Vous, c'est 3 minutes, mais moi, quand j'ai 38 élèves, comme c'est le cas cette année, 38 fois 3 minutes, c'est tout à fait négligeable. Ensuite, la date de l'examen, on ne la connaît pas. Elle est publiée au journal officiel, en général, aux alentours de début janvier. Traditionnellement, c'était pendant très longtemps le mercredi après-midi qui précède le jeudi de l'Ascension. Le jeudi de l'Ascension, cette année, c'est le 29 mai. Si je me souviens bien. Et donc, normalement, l'examen devrait avoir lieu le mercredi après-midi qui précède, soit le 28 mai. Ceci étant, au cours des 4 dernières années, c'est absolument pas ce qui s'est passé. 2020, Covid, l'examen a eu lieu en septembre. 2021, re-Covid, l'examen a eu lieu début juillet. Fin juin ou début juillet? Début juillet. 2022, on est redevenu post-Covid à peu près normal. Il a eu lieu en juin. 2023, il a à nouveau eu lieu en juin. Et là, 2024, il a été à la dernière minute décalé de 3 semaines. Il a eu lieu à nouveau, mais début juin cette fois-ci, donc pas au moment de l'ascension, début juin, et un jeudi au lieu d'un mercredi. Donc ça peut tomber à peu près n'importe quand, entre, on va dire, fin mai et mi-juin. Si vous avez des cours, parce que c'est arrivé l'année dernière qu'il y avait dans certains établissements des élèves qui avaient cours le jour de l'examen. Il n'y a aucun problème. Hein. Quand vous allez à un examen, vous êtes dispensé de cours. La convocation vaut dispense. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Dernier point, où? Voilà votre question. Autre question, non? Ça ne tombera jamais sur le journée du bac. Ah, ben, j'espère que non, mais ça, en général, ils font attention quand même lorsqu'ils font les dates d'examen, ne serait-ce que parce qu'il leur faut de toute façon un établissement qui soit libre.
Donc, dans tous les cas de figure, ça sera bien avant le 15 juin, donc bien avant le démarrage des épreuves du bac. Maintenant, le problème, c'est qu'avec le nouveau bac, là, avec les grands oraux, etc., et puis un certain nombre d'épreuves de spécialités qu'on a eu avant, ça devient véritablement la loterie, cette histoire. Mais bon, a priori, ça ne devrait pas être conflictuel. Normalement, ça ne devrait pas. Je pense qu'ils sont quand même assez malins pour éviter d'avoir à convoquer les gens à 2 examens différents au même moment. Quoique. Donc, prof de BTS, j'ai eu, il y a 2 ans, un gars, l'ordinateur du siècle a été quand même capable de convoquer un de mes élèves simultanément à Rungis et à Sainte-Geneviève-des-Bois, la même matinée, à 2 heures différentes, pour 2 épreuves différentes, avec au moins une demi-heure de transport entre les deux, donc mission impossible. Donc, comme quoi, ils sont capables de tout. Bon, on leur a passé un coup de fil, 10 minutes après, c'était réglé, ils avaient reçu une nouvelle convocation avec une nouvelle date. Le problème, c'est que le BIA, il est national. Tout le monde passe le même jour, à la même heure, partout en France. Et même à l'étranger. Et même en Guadeloupe, ils sont obligés de se lever à 4 heures du matin pour aller composer à 6 heures du matin, parce que les Français, ils sont à 14 heures. Donc, ou à 8 heures du matin. En réunion, c'est l'inverse. Eux, ils sont à 4 heures de l'après-midi, 16 heures au lieu de 14 heures, mais tout le monde passe en même temps. Vu que c'est un sujet national et c'est le même pour tous. Donc, on ne peut pas faire des sessions différentes parce que ceux qui auraient le sujet, ils l'auraient déjà fait, alors que les autres ne sont pas encore rentrés dans la salle. Donc, il y aurait de la chute à tous les coups. Donc, la date de l'examen, normalement, c'est aux alentours là, cette année, ça sera fin mai, et on saura la date début janvier. On la saura tout de suite, elle est publiée au journal officiel, au BON, au bulletin officiel d'éducation nationale, et dès que je l'ai, parce que je la reçois dans mon mail, je vous la donne le jour même, immédiatement, dès que l'on la connaît, je vous la donne. Le lieu de l'examen va dépendre de votre domicile et non pas de votre établissement. Alors, si c'est l'établissement scolaire qui vous inscrit, c'est le lieu de l'établissement scolaire qui va déterminer le centre d'examen. Mais en général, c'est plutôt le domicile pour tous les candidats libres. Lorsque ce n'est pas l'établissement scolaire qui vous inscrit, vous êtes considéré comme candidat libre. Et donc, pour vous, ici, Coulommiers, l'année dernière, ils ont tous été convoqués à Lagny, pas à Lagny, mais à côté, là, sur Torcy, je ne sais pas. Pourquoi. Jusqu'à présent, les années précédentes, il y avait un centre d'examen à Meaux. Ça se passait dans un lycée là, à Meaux, dont j'ai oublié le nom. Et en 2024, ça ne s'est pas passé à Meaux, ça s'est passé un peu plus loin, à Torcy, à Marne-la-Vallée. Voilà. Mais de toute façon, ça se passe dans le coin. Il y a généralement 3 ou 4 lycées qui servent de centre d'examen dans chaque département. Donc vous risquez quand même pas d'être convoqué à Melun, je vous rassure. Donc, il y aura probablement un centre d'examen ici. Ceux du Sud, là, ceux d'Épisy l'année dernière, là aussi, chaque année, il y avait un centre d'examen au lycée François Ier à Fontainebleau. Et cette année, ils n'ont pas été convoqués à Fontainebleau, ils ont été convoqués à Damary-les-Lys, donc à côté de Melun. Bon, ça fait 20 bornes, c'est pas monstrueux, mais bon, voilà, c'était pas à côté. Donc, vous serez convoqués dans le quartier, dans la zone. Vous ne risquez pas d'être convoqué à Douala ou à Pointe-à-Pitre. Ça serait sympa, ça permettrait d'aller à la plage après, mais non, ça ne sera pas le cas. Voilà. D'autres questions ? Et s'il y a des questions à distance, vous n'hésitez pas à les poser. Hein. Le son est ouvert là. Est-ce que vous voyez aussi apparaître le chat? Tu as le chat ou pas? Non, là, ici, direct. Tiens, je vais le mettre ici au cas où il y aurait des questions. Posez les questions par écrit s'il y en a. Hein. Ok. Voilà. Bon, donc, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les poser. On vous entend hein, à distance. Là, vous pouvez activer vos micros et poser des questions ou les poser à travers le chat parce qu'il s'affiche. Je l'ai là sur mon PC qui est à côté de moi. Bien. Alors, de quoi voulais-je vous parler d'autre? Donc, présentation de l'examen, c'est fait. Présentation des matières et des principaux chapitres. Présentation du contenu de l'examen, de son déroulement, c'est fait. Quoi d'autre? Non, pas de questions? Tout est clair jusqu'à présent. On va pouvoir attaquer le premier chapitre.
étude des aéronefs. Voilà. Nous allons démarrer aujourd'hui par le premier chapitre, qui est l'étude des aéronefs. Alors, comme je vous l'ai dit en préliminaire, je vais là vous présenter un diaporama. Ah oui, tiens, je vais parler de ça. Vous avez tous accès au Drive, vous avez bien reçu le lien. Donc ça, c'est fonction du domicile déclaré. Alors, les supports sont sur un Google Drive qui s'appelle BIA Espace 2025. Alors, si tout le monde a réussi à y accéder, c'est bon, personne n'a eu de souci pour accéder au Drive. Là, vous allez sur Google Drive, même si vous n'utilisez pas Chrome pour y accéder, vous pouvez utiliser un autre navigateur, vous allez sur le site Google Drive, et vous cherchez « Partager avec moi ». Normalement, vous devriez pouvoir retrouver dans le Drive. Et là, je vais peut-être commencer à faire de la projection. Je vais installer le projecteur et je vais le partager avec les gens qui sont connectés à distance. Parce que ça leur permettra du coup de suivre et vous, ça vous permettra de comprendre. Et qui se dépasse. Alors lui, tiens, il ne fonctionne pas, donc c'est pas la peine que je le laisse. Je trouve la raison pour laquelle ce truc déconne. On verra ça plus tard. On va mettre en œuvre le projecteur de façon à ce que tout le monde puisse assister. Vous donnez les... Voilà. Pas tout le monde le voit. Et justement, la chose la plus intéressante, c'est que vous pourrez trouver sur le Drive, donc sur ce Drive, comme je suis en train de vous l'expliquer. Ah bah oui, mais ça marche très bien la caméra, j'ai bien la bonne distance. On a toujours un petit souci qu'on n'a pas encore réussi à résoudre, qui est le reflet des éclairages dans le tableau. Mais bon. Sur ce Drive, vous trouvez les supports de révision. Donc ceux que je vous ai donnés en papier, pour ceux qui les veulent en papier, et vous les avez en version PDF si vous ne souhaitez pas couper inutilement des arbres ou vous chargez avec 1,5 kg de papier. L'autre intérêt d'avoir les PDF, c'est que vous les mettez sur une tablette, sur ce que vous voulez, et ça vous permet... Oula, ça va être chaud ça. Curtis, rends-moi un service. Débranche la télé et file-moi la multiprise là, parce que j'ai pas assez de distance. Je ne vais pas sortir le rouleau de 50 mètres, j'en ai pas besoin. Et 1,50 m de plus va bien m'aider. Voilà. C'est quoi ça? Voilà. Bon. Voilà. Super. Je vais mettre en route, excusez-moi de ce petit délai pour ceux qui sont à distance. Voilà. On va mettre en place. Alors là, il va me falloir des supports parce que je pense que j'aurai pas assez de hauteur pour aller jusqu'au truc. On va faire ça avec une batterie. Ça devrait le faire. Voilà. Tous les coups. Ok, c'est parti. Tout ça, ça sera préinstallé la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, ça sera à distance. Mais la prochaine fois qu'il y aura un cours ici, en fait, le projecteur, il est destiné à être fixé au plafond. Donc, les supports seront sur le Drive, mais surtout, vous aurez également le diaporama que je vais utiliser pour chaque session.
En fait, il y a un diaporama par sujet, par chapitre. Donc, on va commencer à le passer, puis évidemment, le cours suivant, on continuera là où on en était resté. Mais ça vous permet éventuellement, si vous voulez suivre le cours en différé, vous pouvez très bien, sur le PC, afficher le diaporama et écouter le son. C'est parfois plus lisible que la vidéo enregistrée. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble très rapidement. Comme ça, vous serez fixé. Oh là, qui c'est qui m'a fait? Ah oui, d'accord, je sais pourquoi. Il a servi dans une manifestation où on projetait sur un écran inversé. Donc, menu. Alors, on y va. Alors, tac, tac. Voilà, on va faire ça. Voilà. Et tout de suite, ça va déjà nettement mieux. Hein. On va pas se mettre en trapèze auto. On va redescendre ça. Voilà. Derrière, vous êtes en train de souffrir. Les gens à distance. Voilà. Ah, je suis encore trop là. Bon. Elle est trop grosse cette batterie. Un truc plus petit. Ça, c'est aussi haut. Ouais, ça, c'est très bien. Dis-moi ça. Trop grosse cette batterie. Voilà. Ah, voilà, c'est déjà mieux. Là. Ouais, non, pas top. Donc, du coup, on va ressortir les machins. Parfait. Un filmant 3+. Allez, c'est bon, 3. Ça marche. Yes. Voilà, c'est cadré. Parfait. Et donc, du coup, j'efface. Et je vais vous montrer. Donc, à partir de là, on va fonctionner avec affichage. Alors, lorsque je ferai les cours à distance, contrairement à là où je montre ma binette dans la caméra, et c'est moi qui fais le cours. En deux, là, finalement, pas trop. Voilà. Ou c'est moi qui fais le cours. Lorsque les cours seront à distance, et notamment lorsqu'ils seront réalisés par d'autres formateurs que moi, eh bien, ce n'est pas ma tête que vous verrez dans la caméra, c'est le diaporama. Mais il y aura le son par-dessus. Pour ceux qui sont déjà allés sur le Drive, donc ça ne va pas être étonnant. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller y faire un tour, je vous montre très rapidement. Je vais donc vous montrer rapidement. Je ressors du menu. Voilà. Il va me dire qu'il n'y a pas de signal, mais c'est normal. Because, à tous les coups. La source ne doit pas être la bonne, on doit être en VGA. Ah, on est en HDMI là, c'est bon là. Oui, on confirme HDMI. Voilà. Voilà. Normalement, ici, il y a une source. Allez. Vas-y, on va. Pas de signal. Intéressant. Pourquoi il n'y a pas de signal? Toc. F8. Écran du PC uniquement. D'accord. Toc. Voilà. F8. Ok, d'accord. Bien. Alors, pourquoi tu veux pas me l'afficher, du chemin? J'ai mis. Allez, viens là. Voilà, ça y est, c'est bon. L'a détecté. Donc voilà. Alors là, pour l'instant, vous voyez ça. C'est-à-dire un magnifique Larsen visuel. Voilà. Alors, si vous allez sur Google Drive, qui va se trouver là, voilà, je vais vous montrer. Quand vous vous retrouverez sur Google Drive, vous aurez juste à utiliser le partager avec moi. Ici, partager avec moi. Ceci étant là,
vous n'avez pas besoin de partager parce que je vais vous amener donc sur le drive qui s'appelle BIA 2025, d'accord, qui est partagé avec vous. Donc, vous trouvez sur le drive les 5 matières. C'est bizarre, pas dans l'ordre où on les traite, c'est pas grave. Connaissance des aéronefs, donc étude des aéronefs. On va traiter ensuite météorologie, puis ensuite, au début de l'année prochaine, au début de l'année 2025, on traitera l'aérodynamique et la mécanique du vol, puis la navigation et enfin l'histoire. Entrelacer histoire et anglais. On va faire un cours d'histoire, un cours d'anglais, un cours d'histoire, un cours d'anglais, un cours d'histoire, histoire de varier les plaisirs. Voilà. Là, vous trouverez les bulletins d'inscription et le planning dans l'administration. Là, atterrira le sujet des BIA blancs qu'on va faire ensemble, avec leurs corrigés. Là, aujourd'hui, il n'y a rien dedans, et pour cause, on démarre une nouvelle année. Okay. Donc, sur chacun de ces répertoires, ici, j'ai remis, si vous avez des potes qui veulent rattraper, il n'y a pas de problème s'ils ont raté le premier cours, hein, même s'ils ont raté le deuxième ou le troisième. Si vous avez des camarades qui veulent raccrocher le BIA, il n'y a aucun souci, ils peuvent s'inscrire à tout moment. Il n'y a pas de problème, il suffit qu'ils récupèrent, vous leur filez le bulletin d'inscription, ils me l'envoient, il n'y a pas de souci. Évidemment, celui qui s'inscrira en janvier, il va ramer un peu, hein, parce qu'il aura raté 12 cours déjà. Voilà. Mais s'ils s'inscrivent jusqu'à, on va dire, jusqu'au retour des vacances de Toussaint, c'est-à-dire début novembre, jusqu'à début novembre, là, jusqu'au 5 novembre, il n'y aura eu que 3 cours. Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires. J'ai oublié de le préciser, mais c'était assez clair sur le calendrier. Vous avez tous eu le calendrier propre ou pas? Oui. Bon, de toute façon, je vais vous le renvoyer avec les lieux et les heures. Hein. Il y aura une nouvelle version du calendrier avec les lieux et les heures, que je vais d'ailleurs vous montrer. Voilà. Et là c'est la V2, mais il y aura un calendrier version 3. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite à quoi il va ressembler. Voilà. J'ai pas terminé de le faire, mais il est là, il est pas là. C'est pas à cet endroit-là que ça se trouve. C'est ici que ça se trouve. Voilà, aviation, BIA. Voilà. Et ici, vous verrez ce calendrier-là. Voilà, ça, je vais le refermer. Et je vous le montre un peu plus grand. Voilà. Vous aurez droit à un calendrier qui sera comme ça. Et j'ai rajouté les heures et le lieu. Aujourd'hui, 2 octobre, 16h30, c'est ici, à SCCB. La semaine prochaine, ça sera à 17h30 depuis la FFA. Et le formateur FFA, c'est moi avec la casquette FFA. Mais par contre, il y aura d'autres sessions. Alors, celui-ci, 16 octobre. Ah merde, voilà, on fait bien de se relire. C'est pour ça que je ne l'ai pas envoyé. Celui-là, il est à 17h30 et pas à 16h30, vu qu'il est en ligne uniquement. Hein, comme je vous ai dit, les formations sur site, ça sera 16h30. Les formations à distance, ça sera 17h30. Pour des raisons de disponibilité du local. Il y a des gens qui sont là-bas jusqu'à 17h, donc le temps qu'ils se barrent, le temps que je m'installe, le temps que le formateur vienne, etc. Voilà. Les 2 prochains seront en ligne. Et après, il y a les vacances scolaires. Et le premier de la rentrée sera à Ipizy, puis de nouveau à Mourou. Voilà. Celui-ci, d'ailleurs, il ne sera pas à Ipizy, il sera à Mourou ici aussi. Les 2 premiers, là, d'aérodynamique, ils auront lieu ici. Vous voyez, on commence par la connaissance des aéronefs, puis on enchaînera. On enchaînera sur l'aérodynamique. Ah oui, merde, oui, c'est vrai, pardon. L'année dernière, j'ai fait connaissance météorologie, puis l'aérodynamique au début de l'année. Tout le monde était paumé, tout le monde était largué, donc j'ai décidé cette année de commencer directement l'aérodynamique. Comme ça vous laisse le temps à Noël, comme ça nous laisse du temps sur ce chapitre qui est difficile. Plutôt que commencer par tous les chapitres faciles et difficiles après, j'ai préféré commencer par celui-là cette année, de revenir à l'ancien système que je faisais avant. Bien, voilà, donc vous aurez ce nouveau calendrier, il sera aussi sur le drive avec les dates, les heures, les lieux. Comme ça, pas de lézard, vos parents sauront où il faut qu'ils vous déposent, où est-ce qu'il faut que vous restiez à la maison, et vous connaissez. Je reviens donc sur le drive, voilà. Et vous avez donc, comme je vais vous le montrer là maintenant, sur chaque chapitre, études des aéronefs et des engins spatiaux, vous trouverez
le support de révision, donc le joli polycopier que certains ont récupéré, voilà, en PDF. Si vous l'ouvrez, vous verrez que le contenu est exactement celui que vous avez sous forme papier. Voilà. Voilà. Le voilà, avec son sommaire et tout. Autrement dit, vous pouvez le charger sur une tablette, sur un PC, quand vous prenez les transports, etc., pour le bouquiner. C'est moins lourd que le support papier. Et vous avez un deuxième fichier, ça c'est le diaporama qui va nous servir dès aujourd'hui. Voilà un diaporama de seulement 223 slides. Ça va passer vite, il y en a quelques-uns qui passent vite. Et puis en réalité, dedans, là c'est numéroté de 1 à 223 parce qu'à l'intérieur, il y a des diapos sur l'histoire que j'ai virés et qui sont dans le chapitre histoire. Parce que celui-là, il était mélangé. Il y avait les deux dedans. Voilà. Et donc, vous avez le diaporama. Si vous voulez le revoir, le diaporama, il n'y a aucun problème. Voilà. Et j'ai même d'ailleurs, sur certains aspects, fait des petites modifs dedans, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont problématiques. Pour votre information, le diaporama que j'utilise, il est en provenance d'ailleurs de l'Éducation nationale. Mais je l'ai un peu modifié, je l'ai complété, j'ai viré des diapos qui ne servaient à rien, j'en ai rajouté d'autres à moi. Et j'ai fait une modif importante dessus, c'est que j'ai mis tout de suite d'entrée de jeu. Tout est bilingue. Sur le diaporama d'origine qui avait été fait par le CIRAS de Lille, il était en français uniquement. Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre l'anglais. Et comme je vous l'ai dit, l'anglais, à part passer une demi-heure de plus dans la salle, ça vous permet de gratter des points en plus. Et comme dit la Française des Jeux, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc, vous ne risquez rien. Tout ce que vous pouvez risquer, c'est de gagner des points. Voilà. Et donc, ne serait-ce aussi que parce que dans le monde de l'aéronautique, il faut savoir que dans l'aéronautique, les pionniers ont été beaucoup des Français. La France est une des nations pionnières de l'aéronautique. Et elle est restée pendant très longtemps. En particulier pendant et après la Première Guerre mondiale. Dans les années 20 et 30, énormément d'innovations techniques, des constructeurs, des records ont été battus par des pilotes français, des avions français, des constructeurs français. Et puis, il nous est arrivé un grand malheur. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Américains, c'est pas nous. Bon, on était dans le camp des vainqueurs. Mais c'est quand même les Américains qui ont gagné la guerre. Résultat, depuis, eh ben, ils imposent leur langue, leurs normes, leurs unités de mesure, etc. à toute l'aéronautique mondiale. Exemple, les avions, les instruments de mesure dans les avions fonctionnent en nœuds et en pieds. Il y a des petites exceptions. Les planeurs fonctionnent en km/h et en mètres. Les altitudes sont en mètres et les vitesses en km/h. Mais les avions, c'est des nœuds. Il y a des 1000 marins par heure. Et des pieds pour les altitudes. Il y a un autre irréductible gaulois qui résiste, c'est les Russes. Où là aussi, c'est en mètres et en km/h. Mais c'est normal. L'Union soviétique n'était pas disposée à utiliser des unités de mesure américaines. Mais, voilà, les Américains ont gagné la guerre, ils ont imposé leurs unités, ils ont imposé leurs normes, au point que, d'ailleurs, on se retrouve avec des emmerdements dont je peux vous parler dans le hangar à côté, là. Dans le hangar à côté, j'ai un magnifique avion français. Un Morane Saulnier MS-832, ça s'appelle un rallye, super. Et dessus, il a un moteur américain. Vous savez, l'Icoming. Eh bien, je suis obligé d'avoir 2 jeux de clés pour pouvoir travailler sur cet avion, des clés métriques pour tous les boulons de l'avion et des clés au pouce, en mesure impériale, pour travailler sur le moteur. Voilà. Donc j'ai mon jeu de clés, là, quart de pouce, 7/16e, demi-pouce, 9/16e, etc. 1/8e, 11/16e, 1/2, etc. 3/4. Donc, et en plus, et contrairement à des clés françaises, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, etc., c'est que des fractions de pouce. Bonjour. Au début, on pédale un peu, mais c'est très marrant. Voilà. Donc, ils ont imposé leurs mesures et ils ont aussi imposé l'anglais. L'anglais est devenu
alors que c'était la langue aéronautique mondiale, c'était le français. Alors, elle fait quand même encore partie des 4 langues internationales de l'OACI, de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. On fait partie des Mohicans. On est sous la protection du WWF, comme étant une espèce en voie de disparition. Mais même les contrôleurs aériens français travaillent plus qu'en anglais. L'École nationale de l'aviation civile à Toulouse, qui forme les pilotes professionnels, ne travaille plus que exclusivement en anglais. Pourquoi? Parce que les Américains nous ont imposé l'anglais et la réglementation européenne est aujourd'hui faite par une agence européenne, l'EASA, que c'est une agence qui regroupe 27 pays qui ont un total de 23 langues différentes. Ils ont décidé que ça serait l'anglais. Voilà, la langue de l'Europe. Les Anglais sont sortis de l'Europe, mais ils nous ont laissé leur langue. Donc, même si vous ne prenez pas l'épreuve optionnelle d'anglais à l'examen, prenez déjà l'habitude de commencer à absorber le vocabulaire anglais de l'aéronautique, parce que le monde de l'aéronautique, à plus de 70-80% aujourd'hui, travaille en anglais. Même Safran à Melun, certes, les ouvriers qui font l'assemblage des moteurs bossent en français, dans l'atelier, mais toute la doc des moteurs est en anglais. Toutes les certifications sont en anglais. Tous les certificatifs, toutes les validations, tous les documents juridiques. Quand vous montez un moteur sur un avion, il y a ça de paperasse à faire. Tout en anglais. C'est un monde qui travaille entièrement en anglais. Voilà. Vous allez autant donc commencer à s'y habituer doucement. Voilà, voilà. Donc, ce diaporama est celui que je vais utiliser pour les 35 minutes qui nous restent de ce premier cours. C'est bon pour là, jusqu'à présent? Pas de questions? À distance, là, la douzaine de personnes connectées, ça va? Pas de questions pour vous? Bon. Je ne vois pas apparaître de questions ni sur le chat. Je vais revenir d'ailleurs. Celui-là, je vais le fermer. Je vais donc revenir sur le chat qui est là, pour être sûr que personne ne pose de questions. Ah, je vois quelqu'un qui écrit. Non, il y a quelqu'un ici qui me dit non, c'est bon. C'est super, merci. C'est génial. C'est clair aussi pour les gens qui sont à distance. J'espère que le son est bon, l'image passe bien. Je suis désolé pour l'histoire du son, là, du micro, mais on va essayer de trouver l'origine du problème d'ici la semaine prochaine. Alors, du coup, je vais faire la chose suivante, qui est de partager avec tout le monde le support qui ne se trouve pas ici, mais là. Voilà. Le problème, c'est que j'ai eu l'image d'un autre truc ici. Ah oui, vous avez vu un petit truc ici aussi sur le drive. Pardon, je reviens à mon drive. J'ai oublié un petit détail. Dans le répertoire, vous trouvez aussi des images. Donc, c'est des images, des illustrations qui ne sont ni dans le polycopier de révision, ni dans le diaporama, parce que ce sont souvent des images animées. Notamment, par exemple, celle-ci, vous voyez, je vais vous montrer. Quand je l'ouvre avec quoi? Quand je l'ouvre avec... Pourquoi il ne me propose pas ce conduit là? Ah oui, c'est parce que je suis là. Ces images, je vais vous les retrouver ailleurs. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Quand vous allez chercher les images en question, voilà, je suis ici sur l'étude des aéronefs. Si je vais dans les images qui sont là, voilà, j'ai beaucoup d'images qui sont des images animées. D'accord? Par exemple, et celle-là, elle va servir dans ce cours. Voilà. Si je vous l'ouvre avec Google, voilà, vous aurez, ce sont des images animées aussi. Des petits bouts de vidéo, des choses comme ça, qui permettent de comprendre ce qui se passe. Pour ça, on en parlera dans 4 semaines, exactement. Dans ce cours-là, sur la connaissance des aéronefs, sur le fonctionnement des moteurs d'avion. Voilà. Donc, vous trouvez ça, même ça, je l'ai mis aussi dans le drive. D'accord? Ces images-là, là, en l'occurrence, vous voyez cette image-là que je viens de vous montrer, qui est moteur d'avion 4 cylindres à plat. Voilà.
Donc, vous avez tout sur le drive, à la fois le cours, plus des petites choses complémentaires. Je vais donc revenir là, voilà. Vous commencez ce cours qui est ici. Voilà, English V02. Voilà. Et nous allons démarrer le cours sur la connaissance de l'étude des engins spatiaux. Voilà. Bien. Donc voilà l'étude des engins spatiaux. Donc ceux qui sont à distance, ils peuvent aller récupérer le diaporama sur le drive. Ou si l'image n'est pas trop mauvaise, normalement elle ne devrait pas être trop mauvaise, se contenter de la caméra et de voir ma petite personne se promener devant l'image, mais je vais faire en sorte de ne pas vous gâcher la vue. Alors nous allons passer normalement 4 cours, 4. En fait normalement c'est 4, mais je vais faire 3,5. Parce que je vais enlever un morceau de ce cours, de ce chapitre, comme je vous l'ai dit, les instruments. Il y a toute la fin de ce diaporama est consacrée aux instruments. Donc on refera un cours sur les instruments spécifiques un peu plus tard, une fois qu'on aura vu l'aérodynamique. Alors qu'est-ce que les engins spatiaux et les aéronefs? On va introduire un terme qui s'appelle cellule. La cellule, c'est tout l'avion, voilà, tout l'aéronef. On va surtout parler de cellules pour les avions, les planeurs, les hélicoptères, même les ULM. On va parler de la cellule. C'est tout ce qui n'est pas pièce en mouvement. Ça s'appelle la cellule. Nous avons des composants qui ne font pas partie de la cellule, c'est les moteurs. Donc, on distingue deux choses différentes. On va dire les trucs froids et les trucs chauds. La cellule, c'est tout ce qui n'est pas en mouvement, c'est la structure. On va voir qu'il y a plein de composantes dans cette structure. Et nous avons les dispositifs propulseurs, que sont les moteurs. Moteurs qui peuvent eux-mêmes avoir aussi plein de formes différentes. Il y a différents types de moteurs et différents modes de propulsion. Il y a évidemment un type d'aéronef particulier, le planeur, qui n'a qu'une cellule, il n'a pas de moteur. Alors, cette slide, je suis désolé, elle est vraiment très bien faite, mais elle est très difficilement lisible parce que les trucs sont un peu petits. Donc là, projeter, ce n'est pas forcément génial au niveau de lisibilité. Néanmoins, je vais vous faire le topo. Je vais vous faire le topo et je vais surtout, alors il faut que je m'assure que au niveau visibilité sur le Teams, il y a assez de place. Oui, c'est bon, il y a assez de place. Donc je reviens là. Il y a assez de place. Donc je peux légèrement décaler ça pour pouvoir écrire à gauche de l'image. Voilà. On va pousser encore un peu jusqu'à ce que le papier se casse la gueule là, parce que je vais avoir 2-3 petites choses à écrire. Voilà. Donc, vous avez ici un diaporama pas trop mal fait. Même à réussir à agrandir un peu. Voilà. Pas trop mal fait. Qui présente les différents types d'aéronefs. Alors, nous avons ça en français. Aéronef s'applique à tout ce qui vole. Tout. Tout ça, ça s'appelle des aéronefs. Dès lors que c'est susceptible d'évoluer sans contact avec le sol, ça s'appelle un aéronef. Et ça rentre dans le cadre de la réglementation sur la circulation aérienne, RCA,
qui est reprise dans un document qui s'appelle le Code de l'aviation civile. C'est un gros bouquin, comme le Code civil, comme le Code pénal, comme le Code de commerce. Il y a un Code de l'aviation civile qui recueille l'ensemble des textes législatifs et réglementaires français, applicables sur le territoire français. Depuis 2013, ça a commencé en 2008, et c'est complet et intégralement applicable depuis 2013, la France n'est plus en charge de la réglementation de son espace aérien. C'est l'Europe qui a repris cette prérogative. Pourquoi? Parce qu'on avait 27 pays avec 27 règles différentes qui s'appliquaient dans les 27 pays d'Europe. Vachement pratique. On va voir que c'est théoriquement à peu près unifié, mais c'est quand même pas totalement complètement le cas. Aujourd'hui, c'est l'EASA, ramené à en reparler, dans navigation, sécurité, etc. L'EASA, en français ASAE. Là, ça marche toujours comme ça, les sigles anglais. European Air Safety Agency, agence pour la sécurité aérienne européenne. Donc c'est maintenant plus la DGAC en France qui édicte la réglementation, c'est l'agence européenne qui édicte une réglementation commune pour toute l'Europe. L'autorité nationale s'occupe de l'appliquer. Alors des fois, elle l'applique avec un peu de zèle et elle rajoute des trucs. On a d'ailleurs quelques discussions pénibles avec eux en ce moment, justement, à propos de leur tendance à rajouter des trucs. Oui, monsieur. C'est l'agence pour la sécurité de quoi? L'agence, donc c'est European. Vous le verrez plus, vous le reverrez ceci. Hein. European Air Safety Agency. Donc, agence pour la sécurité aérienne européenne. Donc elle fait les règles et elle détermine les règles. Alors, là, il n'y a pas de nouveauté, c'est vrai dans toute l'Europe. Donc tout ce qui est capable de quitter le sol tout seul, bon, je ne parle pas de vous en train de sauter, vous tombez un dixième de seconde plus tard, vous n'êtes pas un aéronef. Mais tout ce qui est capable de quitter le sol et d'y rester rentre dans la réglementation de la circulation aérienne et de la sécurité aérienne. Et ça s'appelle un aéronef. Nef comme nef. La nef d'un bateau, c'est la partie principale du bateau, c'est-à-dire sans les voiles, sans rien. Nef, qui est étymologiquement le latin nave, le vaisseau, le bateau. On va donner nef en français. Et aéronef, c'est un bateau qui est dans l'air. C'est quelque chose qui navigue dans l'air. Et s'il y a de grandes analogies entre la marine et l'aéronautique. On parle de navigation aérienne. On va parler d'aéronef. C'est un terme qui vient de la marine. Alors, les aéronefs ont plusieurs catégories. On va commencer par ceux-là. Là, vous trouverez les termes anglais, mais je vais vous les donner en français parce que celui-là, je n'ai pas réussi à le faire bilingue. C'est une image, donc bidouiller l'image, c'était compliqué. Je crois que je vais me farcir le fait de refaire un deuxième slide à côté avec des termes en français, à force de vouloir faire du bilingue. Donc, les aéronefs se séparent en deux catégories. La première s'appelle en français les aérostats. On y met un S quand ils sont plusieurs. Aérostats. On rentre dans la catégorie des aérostats. Sta comme staré. Va être immobile, va être debout. Donc quelque chose qui ne bouge pas, même si on va voir qu'ils se déplacent. Ils peuvent se déplacer. En fait, ils utilisent des forces statiques. Voilà pourquoi on les appelle les aérostats. Entre dans cette catégorie le tout premier aérostat qui fut inventé, en anglais Hot Air Balloons, comme son nom l'indique. Hot Air Balloons s'appelle en français une montgolfière. Ballon à air chaud.
nous avons une deuxième catégorie, enfin, plutôt un deuxième type, ça s'appelle un type. À l'intérieur de la classe ballon, nous avons un type. On verra après la question de classe et de type. Les ballons à gaz, ça s'appelle des ballons. Alors on met un gaz dedans, qui n'est pas de l'air chaud, et qui est plus léger que l'air. Hydrogène ou hélium sont les deux seuls gaz que l'on connaisse qui soient plus légers que l'air. Hein, sachant que l'air chaud est un gaz aussi. C'est de l'air qu'on chauffe. Comme il est chaud, il est plus léger que quand il est froid. Donc là, le gaz qui est là-dedans, c'est le même que celui qui est autour, mais sauf que la différence de température va aboutir à ce qu'il est plus léger. Enfin, ça tout à l'heure. Enfin, troisième catégorie, airships. Et que là, la partie en français, dirigeable. Alors, dirigeable, c'est déjà une abréviation, c'est un raccourci de ballon dirigeable. En fait, au départ, c'est un ballon. Il n'y a pas de montgolfière dirigeable. On n'a pas réussi à faire ça. Garder de l'air chaud dans une enveloppe implique de le chauffer en permanence, parce qu'au bout d'un certain temps, il se refroidit. Quand il se refroidit, on descend. Voilà. Donc, ça, ce sont des aérostats. Pourquoi on les appelle des aérostats? Parce que ils fonctionnent sur un principe physique qui est l'aérostation. Dans le calendrier, vous verrez que je fais référence à des éléments du programme. Alors, ce n'est pas les mêmes numéros que 1, 2, 3, 4, là, sur mes 5 parties. C'est les numéros des paragraphes du programme officiel du BIA. Et vous allez voir que vous avez 2.1 études des aéronefs, donc classification, et 3.2 ou 3.4, je ne sais plus quoi, dans le calendrier. Tiens, je l'ai là. Parce qu'il est... Ah, ben je l'avais affiché, puis je l'ai refermé. Ah, ben, attends, je vais le réafficher. Dans le calendrier du jour, voilà, dans le calendrier du BIA, vous voyez à droite, j'ai mis les références du programme. Voilà, aujourd'hui, on est censé faire 2.1 3.1 la classification, c'est ce qu'on est en train de voir. Et je vais faire un petit zoom justement sur l'aérostation. L'aérostation qui est un chapitre de l'aérodynamique. Mais comme dans l'aérodynamique, ça ne présente pas un gros intérêt, je vais la traiter tout de suite. En effet, on fait de l'aérostation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'utilise une force statique. C'est la chose suivante. Alors là, je vais devoir faire de l'efface. Un ballon. Je ne vais pas faire de différence entre un ballon à gaz et un ballon à air chaud, une montgolfière. Il a un certain volume. Alors, il se trouve qu'il est immergé, comme le poisson rouge dans son bocal, mais nous sommes immergés dans un fluide qui s'appelle l'air. Tout corps immergé dans un fluide subit une poussée. Vous connaissez le principe d'Archimède. Okay. Vous prenez un ballon de foot, par exemple. Vous le posez sur l'eau de la baignoire. Il flotte. Vous remarquerez que quand vous essayez de l'enfoncer dans l'eau, il crée une poussée, qui va d'ailleurs augmenter au fur et à mesure que vous l'enfoncez. Et puis qui va ensuite être constante, une fois qu'il sera totalement immergé. Donc, un corps, par exemple, un corps qui pèserait 1 kg, un corps d'un certain volume, on va prendre un corps d'un volume de 1 litre, c'est-à-dire en volume 1 décimètre cube. Ça parle à tout le monde, ça. Hein. Si jamais il y a un truc que vous ne comprenez pas, c'est tout de suite feu rouge. Hein. OK? Je n'ai pas compris. Il est interdit de ne pas poser de questions. C'est un truc que vous ne comprenez pas, vous demandez. Je prends un corps qui fait 1 litre. Je le plonge dans l'eau.
il va subir une force qui s'appelle la poussée d'Archimède, ici. Il va subir une force égale à la quantité d'eau déplacée. Comme il fait un volume de 1 litre, il va provoquer une force de 1 kg force, en fait de 9,8 newtons. Si cet objet-là, c'est un gros bloc de pierre ou une boule de plomb, imaginons que ça soit un bloc de pierre qui lui pèse, parce qu'il a un poids, un bloc de pierre qui pèse 3 kg, que se passe-t-il? Il coule. Son poids est supérieur à la poussée qu'il subit. Okay? Si par contre, le même machin, c'est une boule de liège qui pèse environ 400 grammes, la densité du liège, 0,4, que se passe-t-il? Ben, il flotte, il remonte. La poussée d'Archimède est supérieure à son poids. Ici, nous sommes dans un autre fluide qui s'appelle l'air. Sauf que l'air ne pèse pas 1 kg par litre. L'air pèse combien, vous le savez? 1,35 g par litre. On ne va pas parler de litres, là, on va carrément passer à 1,5 kg par mètre cube. 1 mètre cube, 1000 litres. Donc, je passe de 1,35 g à 1,35 kg. Multiplie par 1000, c'est facile. Donc, vous, là, ici, présent, admettons que parmi vous, on va dire, là, en moyenne, vous faites une cinquantaine de kilos, il y en a qui en font 35, il y en a qui en font 60, c'est pas grave, moi je suis à 87, donc je remonte la moyenne. Vous avez un certain volume corporel. Admettons que votre volume corporel soit d'environ 50 litres. La densité de l'homme, c'est comme on est composé de 65% d'eau, de toute façon, c'est à peu près 1. D'ailleurs, vous remarquerez que dans une piscine d'eau douce, vous coulez doucement, et que dans l'eau de mer, vous flottez presque. Elle est plus dense, elle est plus lourde, l'eau de mer, à cause du sel. On flotte mieux dans l'eau de mer que dans l'eau de la piscine. Donc vous avez un volume corporel, si je mesurais votre volume, d'environ 50 litres. Résultat, vous subissez aujourd'hui, là, en ce moment, tout le temps, une poussée d'Archimède de 50 fois, alors, 1,35 grammes, c'est 0,05 mètres cubes. Donc, vous subissez une poussée d'environ 65 grammes. Inutile de vous dire que vous ne la sentez pas. Vous n'avez pas vraiment l'impression d'être beaucoup plus léger. Là, l'air qui vous entoure vous pousse de 65 grammes. Vous allez dans la piscine, alors là, vous la sentez, la poussée d'Archimède. Vous avez l'impression d'être quasiment en apesanteur. Et évidemment, si vous pesez 60 kg, vous pesez 60 kg, mais l'eau vous fait subir une poussée de 50. Vous êtes quasiment en apesanteur. Alors, les plongeurs, par exemple, ils ont en plus une combinaison en néoprène, qui fait que la poussée augmente encore, leur densité globale diminue. Résultat, ils mettent des ceintures de plomb pour justement ne pas remonter comme des bouchons, mais pour être en équilibre, pour qu'ils aient un poids correspondant à leur poussée, comme ça ils ne montent pas, ils ne descendent pas. Surtout si en plus ils ont des bouteilles. Gros volume, petite masse. Donc ils mettent des ceintures de plomb pour pouvoir être équilibrés. D'accord? Pour équilibrer le poids et la poussée. Je vais venir maintenant avec mon ballon. Vous, là, vous subissez une poussée de 60 grammes, alors que vous pesez 60 kg, 50 kg, 40 kg, peu importe. C'est ridiculement faible. Mais si je prends un ballon, ici,
qui fait 50 mètres cubes. C'est pas énorme. Hein. 50 mètres cubes, c'est à peu près la contenance de cette pièce. Et même la moitié. Cette pièce-là qui fait 8 mètres sur 12, ça fait déjà presque 100 mètres carrés au sol. Sur 2 mètres de haut, elle fait 200 mètres cubes, cette pièce. Okay. Je vais me faciliter la vie, je vais prendre 100 mètres cubes. 100 mètres cubes. Je vais remplir avec de l'hydrogène. Densité de l'hydrogène, 0,6 g par litre. 0,6 g. 0,06 g. Vérification. Vérification. Densité H2. Densité 0,08. 0,6. Pourquoi il y a 0,6 ? Densité moléculique de l'hydrogène. 0,08 kg par mètre cube. Okay, on revient à ça. Hydrogène. 0,08 kg par mètre cube. Alors que l'air pèse 1,35. Okay. J'ai donc ici un ballon qui va peser combien? Combien pèse le gaz qui est là-dedans? 0,08 kg par mètre cube multiplié par 100 mètres cubes. Facile. 83, dire. Ah non. 100 mètres cubes. 8,3 kg. Il y a 8 kg de gaz là-dedans. OK? Mais l'air dont il a pris la place va lui produire une poussée. Une poussée de combien? 100 mètres cubes d'air, 135 kg. La poussée, ici, est de 135 kg. La poussée d'Archimède sur ce ballon. Exactement le même phénomène que l'eau de la baignoire sur le ballon de foot. Mais là, vous prenez un ballon d'hydrogène, 100 mètres cubes, eh bien, l'air environnant va le pousser vers le haut avec une force de 135 kg. Autrement dit, que va faire ce ballon? Il va monter. Et oui, il va monter. Il va monter. Alors, il va vite lui arriver quelques bricoles parce qu'au fur et à mesure qu'il va monter, la pression atmosphérique va diminuer. Comme la pression atmosphérique va diminuer, le gaz va se dilater. Et le gaz va se dilater et l'enveloppe va exploser. C'est le principe du ballon de baudruche. Si vous le remplissez trop, il explose. Résultat, par exemple, vous avez vu peut-être des images de ballons stratosphériques qu'on envoie avec de l'hélium. Au départ, on a l'impression que c'est une gueule de goutte d'eau. Il y a juste un petit peu de gaz dans le haut du ballon. Et pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont monter, ce gaz va se dilater. Et heureusement que l'enveloppe n'est pas complètement remplie, parce que quand ils vont arriver à l'équilibre dans la stratosphère, le gaz va prendre la totalité du volume de l'enveloppe. Ça veut dire que ici, là, je peux accrocher tout un bordel, une nacelle. Alors, je vais déjà devoir tenir compte, évidemment, du poids de cette enveloppe. D'accord? Mais l'enveloppe, on appelle l'enveloppe dans un ballon. Ça, c'est un terme à connaître. Enveloppe, plus les suspentes. Ça s'appelle les suspentes. La nacelle, et éventuellement le ou les bons hommes que j'emporte là-dedans vont pouvoir peser combien? 126. Voilà, 126 kg à peu près, aux alentours de 120, oui, avec le montage, environ 125 kg. Parce qu'à 126, il ne bouge pas, il ne décolle pas. Il est immobile, les forces s'équilibrent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 100 kg de bons hommes et 25 kg de sac de sable.
Et puis, je vais jeter du sable, ça va s'alléger, je vais monter. Puis, je serai plus léger. Puis après, si je veux redescendre, voilà, on va mettre une petite trappe et je vais lâcher du gaz. Et comme il y aura moins de gaz, le ballon va rétrécir, donc la poussée va diminuer et je vais descendre. Donc vous voyez qu'ici, les forces qui s'équilibrent autour du centre de gravité sont des forces statiques. Que l'atmosphère, que je bouge pas, que je me déplace ou que je suis au même endroit, les forces s'équilibrent. Bon, elles vont s'équilibrer à partir d'un certain moment. Mais ce qui va me faire monter dans l'atmosphère, c'est la différence entre la poussée d'Archimède et mon poids. Après, bon, ici, si j'ai éole qui souffle, le vent, eh bien j'ai éventuellement mon ballon qui peut se déplacer. Évidemment, on ne va pas choisir l'endroit où on arrive, c'est le vent qui va nous déplacer. Il n'y a aucune force qui va me permettre de me déplacer autre que celle que je subis. C'est pour ça qu'on a assez vite pensé que ça ne serait pas complètement con de rajouter un moteur. Le premier vol fait avec un dirigeable dans le monde a eu lieu où? Chapitre histoire. Ça fait partie des conneries là, que vous apprendrez dans l'histoire. Il a eu lieu où? D'abord, on va fêter le 150e anniversaire, je crois, ou 140e anniversaire dans quelques semaines, à Meudon, en France. Monsieur Santos Dumont a été le premier à mettre en place. Alors, c'est pas Santos Dumont, c'est un ingénieur français, Lambert et je ne sais plus comment. Voilà, qui ont fait le premier vol dirigé, un dirigeable dans le monde. Ils ont fait un ballon à gaz avec un moteur électrique. Parce qu'on ne connaissait pas encore le moteur à pétrole et à essence, qui va être inventé beaucoup plus tard, environ 20 ans plus tard. Et emmener une machine à vapeur avec du charbon et tout, c'était tellement lourd que le ballon n'aurait même pas été capable de la soulever. Et donc, il est parti avec des batteries, un petit moteur électrique et une hélice. Et il est parti de Meudon, il a fait le tour de la Tour Eiffel et il est revenu. Voilà. Encore mondial. Invention française. Je vous l'ai dit, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la France a été pionnière dans énormément de domaines. Voilà. Donc, on a des engins que l'on ne peut pas diriger. Ils se déplacent au gré du vent. Le ballon, que ce soit un air chaud. Alors, au lieu de mettre de l'hydrogène, eh ben, je mets un gros brûleur ici. Voilà. Avec un compteur bleu. Du gaz. Donc, au lieu d'avoir un ballon fermé, j'ai un ballon ouvert. Je mets un gros brûleur. Je produis de l'air chaud. L'air chaud, la densité de l'air chaud est environ entre 10 et 12% inférieure à la densité de l'air. Autrement dit, ici, j'ai de l'air qui pèse environ 1,15 g, 1,20 g par mètre cube, par litre, 1,2 kg par mètre cube, et autour, j'ai de l'air qui pèse 1,35. Donc, là, 100 mètres cubes ne me suffiront pas. Mais rien avec 1000 mètres cubes. Pourquoi les montgolfières sont énormes? Elles sont gigantesques parce qu'il faut beaucoup de... Parce qu'il faut, évidemment, la différence de densité est trop petite et ça aboutit au fait qu'il en faut beaucoup plus pour obtenir une poussée suffisante pour monter une nacelle avec dedans les bouteilles de propane, avec le brûleur et avec les 10 touristes qui veulent faire un petit tour. Donc, les montgolfières sont des engins énormes, énormes, et pas du tout écologiques. Parce que quand vous voyez la quantité de propane qu'il faut brûler pour chauffer plusieurs milliers de mètres cubes d'air juste pour aller faire un petit tour, au gré du vent, moi, mes avions, là, ils sont très, très économiques en carburant à côté de ça. Les gens s'imaginent, ouais, les montgolfières, c'est sympa. C'est monstrueux ce que ça consomme comme énergie. Et c'est pour ça que ça coûte si cher d'aller faire un petit tour en montgolfière. Voilà. Donc là, on va devoir utiliser plusieurs milliers de mètres cubes pour obtenir la même poussée. Okay. Voilà. J'introduis dans les 2 minutes qui me restent. C'est bien ça, hein? Oui, il me reste 4. Bon, je vais en utiliser que 2. Tous les autres
tous les autres aéronefs, tous, n'utilisent pas de force statique. De même que moi, là, je suis dans une situation statique. Mon poids, la traction terrestre, fait que j'ai 87 kg qui m'enfoncent dans le sol, mais heureusement, j'ai le sol qui est suffisamment dur pour créer une réaction de 87 kg, toutes les forces s'équilibrent. Si les forces ne s'équilibrent pas, j'ai des problèmes. Voilà. Et donc, on va passer à la deuxième catégorie d'aéronefs. Les autres, tous les autres, s'appellent des aérodynes. Nous rentrerons dans leur classification la semaine prochaine, dans le détail. Parce que là, il y a plein de types différents d'aérodynes. Pourquoi s'appellent-ils des aérodynes? Ils s'appellent des aérodynes parce que dynos, en grec, mouvement, déplacement. Vous trouvez la même étymologie dans la dynamo de votre vélo, dans dynamique. On utilise donc des forces issues du mouvement. Et alors, pas n'importe quelle force, pas issue de n'importe quel mouvement, et c'est bien ce qu'on va voir dans le fait que nous allons utiliser des forces aérodynamiques. On va se déplacer dans l'air, ou en tout cas, on va produire un déplacement dans le fluide, et ce déplacement dans le fluide qui s'appelle l'air va engendrer des forces. Et c'est ces forces-là que l'on va utiliser pour rester en l'air. Donc tout ceci va utiliser des forces aérodynamiques. Tout ceci, tous les aéronefs volent pour la même raison. Mais les oiseaux aussi. Mais les insectes aussi. Sauf quelques moucherons dont la masse est inférieure à 0,3 g parce que en dessous d'une certaine masse, eh bien, la viscosité de l'air est tellement grande qu'il ne descend même pas. C'est comme les poussières. Vous voyez, vous avez vu un jour d'été, un rayon de lumière, vous voyez les poussières qui se déplacent dans l'air. En fait, elles restent en suspension dans l'air, parce que l'air est un fluide. Comme c'est un fluide, il est visqueux. Et donc, le poids de la poussière est insuffisant pour vaincre la viscosité de l'air. Même que quand vous appuyez sur l'eau, vous sentez une résistance pour rentrer dans l'eau. Mais votre main est suffisamment lourde pour vaincre cette résistance. Mais il y a des insectes qui arrivent à être suffisamment légers pour que même la tension de surface de l'eau les supporte. Vous avez déjà vu ces espèces d'araignées qui se baladent sur la surface des marais ou des rivières? Voilà. Ça, c'est parce qu'en dessous, le fluide, c'est l'eau qui est très visqueux. L'air est beaucoup moins visqueux que l'eau, mais il est suffisamment visqueux comme fluide pour que les poussières ne tombent pas, elles restent en suspension, ou pour que certains insectes, comme vous d'ailleurs, quand vous nagez dans l'eau, vous enfoncez pas parce que vous vous appuyez sur le fluide. Okay? Nager, c'est ça, hein, c'est utiliser la viscosité de l'eau pour ne pas s'enfoncer. Et bien les insectes, certains insectes font ça. Mais à partir de 0,3, 0,4 grammes, terminé. Ça ne suffit plus. Ils sont obligés de créer une force de sustentation par l'écoulement de l'air sur leurs ailes, sur leurs élytres, sur les ailes, sur les rotors, etc. On verra ça la semaine prochaine avec les différents types d'aéronefs, d'aérodynes. Voilà. Eh bien, à la semaine prochaine. Bye bye à tout le monde en ligne. Je vais fermer la session. Voilà. Et je mettrai la vidéo en ligne dès